Dessous des cartes va consacrer 2 émissions aux institutions qui régissent l'économie internationale. Alors pour ce faire, aujourd'hui, je me suis installé au Palais Brongniart, l'ancienne bourse de Paris, et qui aujourd'hui est devenu un lieu d'accueil pour les entreprises ou pour des manifestations. Alors aujourd'hui, je vais commencer par vous parler du Fonds monétaire international pour essayer de comprendre comment fonctionne le FMI. Voici sur le planisphère les 187 États membres du Fonds monétaire international, soit la quasi-totalité du monde, à l'exception de quelques États, comme par exemple Cuba, la Corée du Nord, ou l'autorité palestinienne, Andorre ou le Vatican. Le siège du FMI est situé à Washington, et ce fonds est né juste après 1945. Car pour réorganiser l'ordre mondial qui se dessine à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les grandes puissances sorties vainqueurs, États-Unis, Royaume-Uni, Union soviétique, se réunissent été 1944 près de Boston pour une conférence à Bretton Woods. Et cette conférence va créer de nouvelles institutions chargées d'organiser la coopération internationale, parmi lesquelles une banque internationale pour la reconstruction et le développement, qui deviendra la Banque mondiale, et un fonds chargé de coordonner les politiques de change, ce qui donne naissance au Fonds monétaire international. À l'origine, ce fonds est créé pour réguler le système monétaire international de change fixe, basé après la guerre sur la convertibilité du dollar en or, mais avec la fin de cette convertibilité en 1971, le FMI se transforme en instrument de refinancement pour les pays considérés à l'époque comme en développement et qui font face à des crises chroniques liées à leur déficit budgétaire. Alors comment fonctionne aujourd'hui le Fonds monétaire international ? Le FMI reste un organisme prêteur. Il intervient lorsque les pays concernés en font eux-mêmes la demande et s'ils s'engagent à rétablir l'équilibre de leur balance des paiements par des politiques restrictives sur leurs finances publiques, ce qui, dans les faits, revient à exercer un contrôle sur les politiques économiques et sociales de ces États. Quels sont les financements du FMI ? D'abord, il est le 3e plus grand détenteur de réserves officielles en or du monde, avec 2827 tonnes en janvier 2011, derrière les États-Unis, avec 8134 tonnes, et l'Allemagne, mais devant l'Italie, la France et la Chine. Le FMI est aussi doté de ressources provenant de ses 187 États membres, variables selon le poids de chaque pays dans l'économie mondiale, et c'est ce qu'on appelle les quotes-parts. La quote-part la plus forte est celle des États-Unis, avec environ 56 milliards de dollars, la plus faible étant celle de Tuvalu, avec environ 2,5 millions de dollars. Ce qui fait que les États-Unis disposent de près de 17% du total des voix attribuées au sein du conseil d'administration, et Tuvalu ne dispose que de 0,01% des voix. Alors cette répartition des quotes-parts est très importante, car elle détermine pour chaque pays non seulement sa capacité d'emprunt, mais aussi son droit de vote quand il faut décider de l'attribution de prêts aux États en difficulté. Alors pour les décisions les plus importantes, les statuts du FMI exigent une majorité de 85% des voix, et avec près de 17% du total des voix, l'aval des États-Unis reste évidemment incontournable, et de facto, les États-Unis au FMI disposent d'un droit de veto. Sauf que depuis plusieurs années, les rapports de force changent. Certaines des économies émergentes, comme le Brésil, l'Inde ou la Chine, sont devenues de nouvelles puissances internationales et financières. Et fin 2010, lors du sommet du G20 à Séoul, les leaders de l'économie mondiale ont conclu un accord qui accroît l'influence d'un grand nombre de pays émergents au sein du FMI pour refléter, justement, leur place croissante dans l'économie mondiale. La Chine deviendra donc le 3e membre le plus influent du FMI, derrière les États-Unis et le Japon, mais devant l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie. Et les 3 autres BRIC, donc l'Inde, la Russie, le Brésil, verront leur quote-part également accrue. Prenons maintenant la situation de l'Union européenne au sein du FMI. L'addition des voix des 27 pays de l'Union est supérieure à celui des États-Unis, et pourtant l'Union européenne demeure peu influente au sein de l'organisation pour 2 raisons. D'abord, l'Union européenne en tant que telle ne siège pas en tant qu'institution, et d'autre part, les États membres ont des gouvernements qui ne parviennent que très rarement à parler d'une seule voix. Voilà donc un petit peu résumé les mécanismes. Donc voyons maintenant la doctrine économique. Car le FMI et d'ailleurs la Banque mondiale
sont des institutions qui se fondent sur une même idéologie appelée consensus de Washington. Alors, ce consensus suppose le retrait de l'État de la vie des affaires, une plus grande intégration des économies dans le commerce international, et cela passe par l'application de programmes d'ajustement structurel et la privatisation progressive des compagnies nationales. Donc, pour être concret, prenons deux exemples de crises au cours desquels le FMI est intervenu. Le Ghana. Ce pays est aujourd'hui le deuxième producteur mondial de cacao derrière la Côte d'Ivoire. C'est une culture qui représente plus de 60% des exportations agricoles du pays, donc le Ghana est très dépendant du cacao. Or, en 1982, ce pays voit son économie frappée par la baisse générale des cours des matières premières agricoles, donc le Ghana est contraint d'emprunter et de s'endetter. Outre le cacao, le pays est également doté de ressources minières avec de l'or, du manganèse, de la bauxite, des diamants, mais l'industrie n'est pas suffisamment développée pour permettre une exploitation efficace des ressources et favoriser ainsi la reprise économique du pays. Donc Accra fait appel au FMI et obtient un total de 2,5 milliards de dollars sur 4 ans, en contrepartie d'une libéralisation des prix et des échanges commerciaux. Résultat, les recettes de l'exportation des matières premières sont aspirées par le remboursement de la dette et donc elles ne financent pas la construction d'infrastructures type écoles ou hôpitaux. L'accroissement de la dette ne s'arrête pas avec la transition démocratique que connaît le pays à partir de 1992. Au contraire, cette démocratisation vient renforcer la confiance des bailleurs internationaux et du FMI envers son élève modèle. Donc en résumé, le Ghana poursuit les privatisations, mais cela ne l'empêche pas d'appartenir aujourd'hui au club des pays pauvres et très endettés. Alors récemment, des forages offshore ont mis au jour d'importantes réserves de pétrole, donc cette découverte constitue un excellent relais de croissance pour réduire l'endettement du Ghana, tout en devenant en fait une menace pour la suite de la démocratisation du pays. Allons maintenant en Europe pour étudier deux cas de figure d'intervention du Fonds monétaire international. Après la chute du mur de Berlin et celle du bloc soviétique, le Fonds a accompagné les anciennes économies planifiées d'Europe de l'Est pendant la période de transition. Et aujourd'hui, les principaux emprunteurs sont toujours, par ordre décroissant, la Roumanie, l'Ukraine et la Hongrie. Mais avec la crise financière actuelle, le FMI a multiplié les interventions, cette fois auprès de pays riches que l'on croyait à l'abri du risque, comme la Grèce et l'Irlande. Alors ces deux pays cumulent plusieurs records au sein de l'Union européenne. Une grave récession économique, un taux de chômage supérieur à 10%, une dette publique très élevée. Et cette crise est d'autant plus grave que ces deux États siègent à l'Eurogroupe, qui est un groupe qui réunit les États membres de l'Union européenne et qui ont adopté l'euro. Voyons en détail le cas de la Grèce. La crise éclate dans ce pays en 2009, lorsque le gouvernement nouvellement élu annonce que la dette publique réelle atteint 113% du PIB, soit près du double du seuil imposé par le Pacte européen de stabilité et de croissance. De plus, l'économie informelle du pays dépasse 20% du PIB. Donc les agences de notation mettent en doute la capacité de la Grèce à rembourser ses dettes, dégradent sa note, ce qui a pour effet immédiat de faire remonter les taux d'intérêt auxquels le pays peut emprunter. Donc pendant plusieurs mois, la Grèce demande l'aide de l'Union européenne, puis celle du FMI, et en mars 2010, malgré les désaccords entre la France et l'Allemagne, les dirigeants de l'Union européenne parviennent à un accord sur le plan d'aide à la Grèce, financé par la zone euro, mais aussi par le FMI, ce qui représente en apport respectif 80 et 30 milliards d'euros sur 3 ans. En contrepartie, la Grèce met en œuvre un plan d'austérité, mais celui-ci est bien sûr fortement contesté en raison du coût social qu'il engendre. Regardons maintenant le cas de l'Irlande. Depuis les années 90, ce pays applique un taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés de 12,5% pour attirer les investissements et les multinationales sur son sol. Or, ce taux d'imposition est moins de la moitié de celui qui est appliqué dans les principales économies européennes. La croissance de ce pays dépendait en fait beaucoup de cette très faible imposition et aussi du secteur financier, qui représentait 14 fois le PIB irlandais, contre une moyenne de 5 fois pour la zone euro.
Or, au même moment, viennent s'additionner l'éclatement de la bulle financière et immobilière et la crise économique mondiale qui s'amorce en 2008. S'ensuit l'effondrement du système bancaire du pays et la dégradation de la note irlandaise par les agences de notation. L'économie de l'ex-tigre celtique n'a pas tenu le choc et le pays doit, comme la Grèce, se tourner vers le FMI en 2010. Le plan d'aide d'urgence de 85 milliards d'euros finalement décidé est financé par l'Union européenne à hauteur de 45 milliards, par le FMI pour 22 milliards et demi et par l'Irlande elle-même qui apportera le solde, soit 17 milliards et demi d'euros. En contrepartie, l'État irlandais devra revoir tout son modèle économique et social, ce qui devrait en principe lui permettre de faire passer son déficit de 32% du PIB en 2010 à 3% en 2014, tel que l'exige le pacte de stabilité en vigueur dans la zone euro. Voilà, je vous ai décrit quelques-unes des missions du Fonds monétaire international. Pour certains États, en tout cas, les interventions du Fonds ont constitué une bouffée d'oxygène, voire une véritable bouée de secours, avec tout de même pour effet pervers des mécanismes de surendettement ou d'augmentation de la dépendance vis-à-vis des bailleurs internationaux. En tout cas, les capacités d'intervention du fonds vont être triplées, passant de 250 à 750 milliards de dollars à partir de 2011, car le fonds est au cœur de la stratégie internationale des dirigeants du G20. Alors ça ne résoudra qu'une petite partie des questions financières, car il conviendrait parallèlement de trouver les moyens d'élever le niveau de responsabilité de certains dirigeants économiques et bancaires.